Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver sur Sud Radio comme chaque jour de l'été à partir de 17h. C'est votre moment avec les vraies voix de l'été, un espace libre, sans filtre où vos opinions comptent vraiment. Ici, vous le savez, on débat, on échange, on parle vrai et surtout, on partage ça avec vous. Alors aujourd'hui, émission spéciale, les vraies voix de l'été, c'est avec moi jusqu'à 18h. Et puis à partir de 18h, vous allez retrouver mon acolyte, Frédéric Brindel, qui est en direct de Montpellier pour une émission spéciale Tour de France. D'ailleurs, Frédéric, vous êtes là avec nous ? Oui, bonjour Judith. Ça fait drôle de vous entendre comme ça de l'autre côté. Alors c'est comment Montpellier ? J'ai un soleil et une chaleur de plomb. Eh ben on est terrible. jaloux, parce que franchement c'est pas ça ici là. Je sais, ce matin quand je suis parti de Paris, j'ai pris la flotte quoi. Voilà. Alors qu'est-ce que vous nous préparez, Frédéric ? Bon, on est sur le Tour de France. Judith, aujourd'hui, c'est la journée de repos. Et l'équipe Groupama FDJ, vous savez, chère à Marc Madiot, la légende, le double vainqueur de Paris-Roubaix, nous accueille dans son hôtel, enfin dans l'hôtel où ils sont logés. C'est le Radisson Blu Hotel à Montpellier. Ouais. Et nous allons avoir notamment le vice-champion olympique Valentin Madouas. Nous aurons Quentin Paché. Nous aurons aussi Louis Barré, alors de l'équipe voisine, parce qu'ils sont plusieurs, vous savez, d'équipes dans l'hôtel. Donc Louis Barré, lui, c'est un de nos meilleurs Français qui court dans l'équipe Intermarché. Les managers, les directeurs sportifs, les chargés de la sécurité du Tour de France, des anciens vainqueurs d'étapes comme Samuel Dumoulin, bref, beaucoup d'invités, pas que cyclistes d'ailleurs, donc à partir de 18h et jusqu'à 20h, chère Judith. Ah oui, tout à fait, jusqu'à 20h. Eh bien écoutez, on vous retrouve tout de suite, cher Frédéric, merci beaucoup. Et beau plateau, bravo. Allez, notre grand débat à 17h30, les amis, vous le savez, le budget 2026 s'annonce décisif et le gouvernement tente de rassurer les acteurs économiques. Le ministre de l'économie et des finances a réuni à Bercy les représentants du monde entrepreneurial aujourd'hui. À la veille d'arbitrages budgétaires cruciaux, il fixe la ligne, protéger le tissu économique français. Il est absolument essentiel de protéger les entreprises, a martelé le ministre, insistant sur un point clé, pas de hausse de la fiscalité ni des charges. Un message clair envoyé aux chefs d'entreprise, aux patrons de PME et aux représentants du MEDEF et autres. Dans un contexte de croissance ralentie et d'inflation persistante, les marges restent sous tension. L'exécutif veut éviter un nouveau choc fiscal qui affaiblirait la compétitivité déjà fragilisée. Mais derrière les intentions, les décisions concrètes à venir seront observées de très près. Du coup, la logique était de vous poser cette question sur X où vous n'hésitez pas à aller voter, bien sûr. Notre question du jour, comme le dit notre ministre de l'économie, faut-il protéger les entreprises selon vous ? Vous pouvez appeler au 0826 300 300 aussi, évidemment. Il y a Aude qui vous attend au standard si vous avez quelque chose à dire. Coup de gueule, coup de cœur. Vous le savez, Sud Radio, c'est votre radio. Allez, nos éditorialistes du jour. Les vraies voix Sud Radio. Et nous accueillons Émilie Perrier, qui est avocat au barreau de Paris, pour sa deuxième avec nous. Tout à fait, bonjour Judith. C'est un grand plaisir de vous retrouver, chère Émilie. C'est bien partagé. Et puis Pierre-Yves Martin, vous faites votre première aujourd'hui. Vous êtes maire d'Yverdouat de Livry-Gargan. Bienvenue dans Les vraies voix. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir. Et puis 0826 300 300 au fil au standard avec Aude pour accueillir notre auditeur du jour, Dominique, qui nous appelle de Marsan. Bonjour Dominique. Bonjour, alors c'est de Mont-de-Marsan dans les Landes. De Mont-de-Marsan, pardonnez-moi, effectivement. En fait, on a juste mal écrit sur mon papier, c'est bête. Donc, il faudra que vous veniez la prochaine fois, vous faites de la Madeleine et tout va bien se passer. Avec un très grand plaisir, évidemment. Alors Dominique, vous avez un coup de cœur et non un coup de gueule à passer, puisque vous avez envie de dire du bien de nos sapeurs-pompiers. Oui, parce que je crois qu'il faut quand même savoir saluer leur courage, oui. À la fois tout en haut de l'échelle ou dans les cieux, c'est-à-dire avec les pilotes de Canadair, mais aussi à tous les sapeurs-pompiers volontaires, professionnels qui sont au sol. C'est un métier hyper éprouvant. Ils le font dans des conditions terribles et je trouve qu'ils ont pas assez de reconnaissance, surtout pas assez de moyens, notamment vis-à-vis des sacrifices qu'on leur demande et du courage qu'on leur demande. Et je pense que tous les jours, on devrait penser à eux. J'étais bloqué sur l'autoroute entre Narbonne et Perpignan il y a une quinzaine de jours. C'est pas grave d'attendre pendant 2 heures à faire 50 mètres en voiture, c'est pas grave, mais quand on voit ce qui se passe autour, c'est apocalyptique et vraiment, c'est vraiment des vrais hommes et des vraies femmes. Heureusement qu'ils sont là. C'est un coup de cœur qui fait du bien, effectivement. Émilie Perrier, on sait que par exemple,
exemple, en 2022, il y avait 42 296 sapeurs-pompiers professionnels et des volontaires, il y en a 198 000. Donc c'est quand même des gens qui dévouent leur vie à une cause. Tout à fait. Je trouve que l'intervention des sapeurs-pompiers, ou en tout cas les sapeurs-pompiers, c'est quand même le premier réflexe qu'on a tous. Ouais, dès qu'on a un problème quelconque, on se sent en danger, les premières personnes qu'on appelle, c'est les sapeurs-pompiers. Et donc, il y a un volet professionnel des sapeurs-pompiers, mais effectivement, c'est majoritairement des volontaires, des gens qui donnent volontairement leur vie, parce qu'ils affrontent à chaque fois des dangers inouïs. Je pense à eux, notamment avec les incendies qui font rage, qui ont fait rage plusieurs années déjà avant. Ils prennent énormément de risques, notamment tant au niveau du sol que de l'air. Donc c'est toujours important d'avoir une pensée pour eux. Oui, c'est sûr. Et Pierre-Yves Martin, d'autant plus qu'en plus ils sont victimes maintenant aussi d'agressions au même titre que certains policiers. Ils sont un peu mis dans la même case, alors que finalement ils sont quand même à notre disposition pour nous sauver, quoi. Oui, malheureusement, en effet. Ouais. Les sapeurs-pompiers professionnels, volontaires ou militaires parfois interviennent dans des zones où ils peuvent être caillassés, victimes de violences. Ouais. Je trouve qu'aujourd'hui, on doit au contraire respecter leur profession, leur engagement. Bien sûr. Parce que avant tout, ils sont là pour nous sauver et apporter les premiers secours, apporter la première situation auprès dans des situations de détresse, bien sûr. Et ils sont comment à Livry-Gargan, les pompiers? Alors racontez-nous un petit peu la force pompier chez vous. C'est des pompiers militaires, essentiellement comme à Paris. Comme à Paris, et donc ils sont proches de la population. On a deux situations, une situation d'une compagnie qui est plus sur incendie et tout ce qui est secours à la victime, et puis on a une spécialité à Livry-Gargan, c'est tout ce qui est risque chimique. D'accord. Voilà. Pourquoi il y a cette spécialité à Livry-Gargan? On n'est pas loin de l'aéroport de Roissy, notamment Charles de Gaulle, donc forcément derrière il y a et puis avec les attentats et risques qu'il y a eu ces dernières années. Ces spécialités se sont développées. C'est vrai, Émilie Parier, qu'on pense pas à tout leur métier en fait. Ils ont des métiers extrêmement divers, les pompiers. Effectivement, c'est très large. Puis surtout, ils interviennent sur tous les fronts. Donc, c'est toujours les premiers arrivés, c'est toujours les premiers exposés. Et c'est vrai qu'il y a eu cette tendance de guet-apens, très souvent, malheureusement, qui les touche. Mais en tout cas, c'est une force sur laquelle on peut toujours compter. Bien sûr. Dominique, vous avez bien raison de nous donner ce sujet. Je rappelle pour nos auditrices et nos auditeurs qu'il y a eu plus de 4 771 900 interventions en France en 2023, donc 13 000 sorties quotidiennes. C'est une intervention toutes les 6,7 secondes. Tout à fait. Et puis je pense qu'il faut aussi associer à cette reconnaissance tout ce qui est CRS, MNS sur les plages, parce que aussi ils sont bien sollicités. Heureusement qu'ils sont là. On critique beaucoup la France, mais on a quand même de la chance d'avoir ça. On paye des impôts, mais on a ça à côté. Vous voyez, comme quoi ça sert à quelque chose parfois. Allez, merci beaucoup Dominique. Vous restez avec nous évidemment. Non, vous restez avec nous. Ensuite, la parole est à vous, chères auditrices, chers auditeurs. Vous le savez, sur Sud Radio, on dit tout, parlons vrai. Dans un instant, c'est les 3 mots de l'actu de Félix Mathieu. À tout de suite. La Voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Et 17h14 sur Sud Radio, c'est l'heure des 3 mots dans l'actu de Félix Mathieu. Les vraies Voix Sud Radio. Vos 3 mots du jour, Félix: couvre-feu, pétition et algorithme. Couvre-feu pour les moins de 16 ans dès ce soir 21h à Nîmes. La mairie l'instaure dans 6 quartiers gangrénés par les trafics suite à une énième fusillade la semaine dernière. La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, se prononce pour un débat sans vote sur la loi du plomb. La pétition contre le texte dépasse désormais les 1 400 000 signatures. Et puis le parquet de Paris s'intéresse à X, anciennement Twitter, soupçonné d'avoir biaisé son algorithme. La plateforme d'Elon Musk dénonce un agenda politique. Elle refuse l'exercice de transparence qu'on lui réclame. Les vraies Voix Sud Radio. Après Béziers dans l'Hérault, Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis ou Triel-sur-Seine dans les Yvelines, l'été dernier, c'est donc Nîmes qui se met au couvre-feu dans le Gard. Interdiction de sortir après 21h pour les mineurs de moins de 16 ans dans 6 quartiers. Pisevin, Val-de-Gour, Mas-de-Mingue, Vistre, Clos-d'Orville et Chemin-Bas. Décision suite à une fusillade jeudi dernier. Fusillade qui fait elle-même suite à toute une série de crimes liés au narcotrafic, indique le maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier. Pas mal de fusillades et puis des morts aussi, puisqu'on a eu 2 morts
au sujet de balles perdues. Donc c'est intenable. Je pense qu'il faut un petit peu restaurer tout ça, restaurer le couvre-feu pour les moins de 16 ans, les jeunes qui seront reconduits chez eux. On convoquera les familles aussi. Le maire LR de Nîmes, Jean-Paul Fournier, avec Maxime Liédo ce midi sur Sud Radio. Couvre-feu mis en place donc pour 15 jours renouvelables à Nîmes. Pierre-Yves Martin, je rappelle que vous êtes maire d'Yverdouat de Livry-Gargan. Vous n'avez pas eu besoin de le mettre, le couvre-feu à Livry, c'est calme. Mais qu'est-ce que vous en pensez justement de ce qui se passe dans les villes médianes françaises actuellement ? C'est quand même un signal d'alerte que dans beaucoup de villes de France, et notamment les villes médianes, on est confronté à cette situation, et en tant que maire, on peut être confronté à cette situation. Alors, mettre en place des couvre-feux, je pense que c'est sur le terrain quelque chose qui peut, sur le papier, intéressant. Ouais. Après, est-ce que ça change vraiment la donne ? Sur la réalité des choses, concrètement, je pense qu'il faut quand même aller plus loin. Par exemple, il y a vraiment une question qui se pose. Où sont les parents ? Où sont les parents dans cette situation où pourquoi des enfants mineurs sont à 23h encore dans les rues alors qu'ils devraient être normalement chez eux. Émilie Perrier, c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser de l'autorité parentale finalement qui est un peu remise en question dans tout ça. Je pense qu'il ne faut pas perdre de vue la raison pour laquelle ce couvre-feu est instauré. Ça serait pour lutter contre le narcotrafic. Alors, si cette lutte pouvait être efficace en empêchant les mineurs de sortir, j'ai envie de dire ça se saurait. Le narcotrafic aujourd'hui est très dématérialisé. Il se sert des réseaux sociaux, il se sert de Snapchat. Il a pris une forme sous forme plutôt de Uber. Puisque maintenant on commande et c'est livré. Donc bon, écoutez, si c'est une mesure qui se voit... Mais je pense que c'est une mesure qui est plutôt faite pour endiguer une certaine forme de violence, surtout, en l'occurrence, là. Oui, mais j'ai envie de dire, la violence des mineurs, elle date pas d'hier. C'est quelque chose qui est plutôt redondant. Je trouve que c'est un petit peu facile de cibler comme ça une catégorie d'âge. Et en réalité, alors on se pose la question de que font les parents. Bah ça dépend. Il y a quand même beaucoup de familles monoparentales. À une certaine époque, Dupond-Moretti en avait parlé, ancien ministre de la Justice, en expliquant qu'il ne faut pas toujours stigmatiser les familles, puisque voilà, il y a des personnes qui travaillent. Parfois, on ne sait pas quoi faire de son enfant. Donc, par rapport à ça, il y a plutôt une prise de conscience sociale d'une société en général à avoir pour protéger ses enfants. Alors, cibler une catégorie d'âge, Pierre-Yves Martin, quand on sait que c'est quand même une majorité de jeunes enfants, entre 10 et 12 et 13 ans qui sont arrêtés actuellement, donc c'est pas même pas des mineurs de 15-16 ans, c'est vraiment des très très jeunes. On se dit que tout de même, à un moment donné, c'est peut-être même l'État finalement qui aide quelque part les parents ou les mères seules en fait, célibataires, à mettre des limites qu'elles arrivent peut-être pas à mettre finalement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, alors ça peut être... l'État au moins intervient, le préfet d'ailleurs, le préfet intervient sur cette mise en place d'arrêtés permettant de canaliser une situation. Après, je pense qu'il faut réunir, en effet, la situation, elle est liée à le trafic de stupéfiants, à le narcotrafic qui est présent et peut être présent, et que sans doute il faut agir au cœur de cette situation. Pourquoi ils font pourquoi ils font du trafic, pourquoi ils en sont là. Je pense qu'il y a un travail à mener. Alors, et en plus, quand on voit, la plupart des villes sont en politique de la ville, et les quartiers sont en politique de la ville. Donc, je pense qu'il y a une véritable question à se poser. Il y a un problème de moyens aussi, non ? Peut-être des maires, justement. Il y a un problème de moyens, je pense. Il faut quand même réunir l'ensemble des acteurs associatifs, élus locaux, et bien sûr, derrière, avec l'État, avoir cette situation pour voir comment on peut accompagner. Alors, bien sûr, au-delà de l'action arrêtée, il faut savoir ce qui est fait réellement sur le quartier pour mettre et endiguer ce problème de stupéfiants. Qu'est-ce que vous en pensez, Émilie Perrier, de ce qu'il faudrait mettre en plus, en fait, pour calmer les choses ? Il y avait eu quand même un bon retour d'expérience sur la police de proximité qui avait été malheureusement supprimée. J'entends une volonté peut-être de faire participer les acteurs associatifs locaux, mais ça pose question lorsqu'on sait qu'il y a eu des coupes budgétaires drastiques, et notamment à destination des associations.
il y avait la question de la suppression du service civique qui était mis en avant. Donc, en fait, on retire des travailleurs sociaux qui pourraient être efficaces pour travailler auprès de ces jeunes, qui, pour certains, s'ennuient. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas vraiment d'offres autres que celles qui leur sont proposées par d'autres trafiquants. Les responsabilités sont partagées, quoi. Exactement. Allez, Félix Mathieu, votre deuxième mot, pétition. La présidente de l'Assemblée nationale annonce un débat sans vote à la rentrée sur la loi Duplon. Réaction de Yael Braun-Pivet alors que la pétition dépasse ce soir les 1 400 000 signatures contre ce texte qui réintroduit notamment l'acétamipride, un pesticide néonicotinoïde, avec donc d'un côté des opposants à cette loi qui demandent plus que ce débat sans vote. C'est par exemple ce que nous disait Benjamin Lucas, député NFP Génération des Yvelines et membre du groupe écologiste de l'Assemblée nationale. Madame Braun-Pivet, c'est Alain Delon, quoi. Parole, parole, parole. Elle nous dit en permanence, il faut reconnecter avec les citoyens, il faut ouvrir l'Assemblée nationale. Et là, elle nous dit, on va débattre, mais on peut pas revenir sur le texte qui a été voté. Soit le président de la République ne la promulgue pas, et on débat effectivement des vrais sujets pour nos agriculteurs. On parle de leur rémunération, de la grande distribution, on parle du libre-échange et de comment on l'encadre aujourd'hui, comment on les protège. Soit effectivement, on revient à travers une deuxième lecture sur ce texte, et là, on appelle chaque parlementaire à prendre en compte ce qui est aujourd'hui, mais il faut voir ce qui se passe avec le succès de cette pétition. Un élan dans le pays pour dire notre santé compte, notre avenir compte, nos enfants comptent, notre planète compte. Benjamin Lucas, député apparenté écologiste avec Benjamin Glaise dans le Grand Matin Sud Radio. Et puis d'un autre côté, donc, des agriculteurs, notamment de la FNSEA, ils estiment que les signataires de la pétition méconnaissent les problèmes de compétitivité de l'agriculture française. Ça, c'est l'avis de Thierry Baillet, agriculteur à Los-en-Goël dans le Pas-de-Calais. On cherche, nous, des solutions pour arriver à produire, pour arriver à répondre à la demande des consommateurs, mais c'est très compliqué et à chaque fois, on nous alourdit plus que les autres pays européens. Pour quelle raison, quoi? Voilà, laver plus blanc que blanc, c'est bien chez soi. Le problème, c'est que on importe du coup des produits qui viennent de l'extérieur et qui seront pas plus sains que ce qu'on fait chez nous. Au contraire, on importe énormément de fruits et légumes, par exemple, alors que la capacité de la France à produire est tout à fait correcte. On n'est plus compétitif et on n'arrive pas à produire. Thierry Baillet, agriculteur dans le Pas-de-Calais, youtubeur aussi, il témoignait donc dans le Grand Matin Sud Radio. Une chaîne YouTube sur l'agriculture. Bah voilà, comme quoi. Pierre-Yves Martin, néonicotinoïdes pour être à la même hauteur que les pays européens ou agriculture bio totale. En fait, on se pose la question, à un moment donné, il faut aussi nourrir des masses de gens. Et puis c'est vrai qu'on importe énormément des produits qu'on pourrait produire ici. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense qu'il faut pas opposer les agriculteurs qui nous nourrissent et qui nourrissent un nombre d'importants, la population française. Et puis aujourd'hui, certaines personnes qui vont peut-être aller trop loin. Aujourd'hui, il y a eu un débat, il y a eu des manifestations des agriculteurs. Bon, là, ça a été voté a priori. Et donc, ils ont revendiqué certaines choses pour pouvoir les accompagner face à la compétitivité, notamment face aux différents pays, aux autres pays, notamment européens, qui utilisent déjà ces néonicotinoïdes. Néonicotinoïdes, mais moi aussi j'ai du mal à la descendre. Et qui utilisent déjà ça. Alors après, il y a eu la loi, elle le met à une certaine dose en fonction d'une surface. Je pense qu'il faut peut-être mettre autour de la table et peut-être aller plus loin en disant peut-être dans un espace limité, mesurer les risques, mais aussi accompagner la recherche. Et comment on accompagne la recherche pour que derrière, pour être donc compétitif immédiatement, oui, mais dans une durée où on supprimera, parce qu'ils sont déjà utilisés notamment, et dans 4-5 ans, on n'utilisera plus ces pesticides. Ces pesticides notamment. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Amélie Perrier ? Sur l'utilisation des pesticides eux-mêmes, effectivement, j'ai envie de dire que je suis contre la faim dans le monde, mais je suis aussi contre la pollution des nappes. On en est tous là. Donc c'est un peu compliqué. C'est un peu, enfoncer les portes ouvertes. Je comprends effectivement qu'il n'y a pas forcément d'alternative qui a été proposée. En revanche, il faut juste savoir où on met le curseur. Est-ce qu'on produit tous les efforts vers des solutions alternatives ou est-ce que on se contente un petit peu de la facilité de faire comme les voisins parce qu'on se dit que sinon on sera moins compétitif. C'est une question qui se pose, compétitivité ou qualité de ce qu'on mange. Ça serait bien qu'on puisse faire les deux. Allez, troisième mot, algorithme, Félix. La justice française a ouvert une enquête sur la plateforme X, anciennement Twitter. Oui, la justice française soupçonne le réseau social d'avoir biaisé son algorithme, en réponse à quoi la plateforme, qui appartient à Elon Musk, dénonce un agenda politique. Le parquet de Paris lui réclamait
l'accès à son algorithme. Bonsoir Paul Vinel. Bonsoir Félix. Bonsoir Paul. X indique avoir refusé cet accès. Et tout à fait, oui. Une enquête pénale a été ouverte par le parquet de Paris le 11 juillet dernier pour des soupçons d'ingérence étrangère. Et donc en ligne de mire, l'algorithme de recommandation du réseau social, soupçonné d'avoir été manipulé depuis son rachat par Elon Musk en 2022. Et donc selon le parquet, 2 signalements dont l'un du député macroniste Éric Bothorel évoque un possible usage détourné de l'algorithme à des fins de désinformation ou de manipulation étrangère. Des accusations qui sont fermement rejetées par X, puisqu'il dénonce une enquête motivée par un agenda politique. La plateforme refuse de fournir ses données en temps réel ou l'accès à son algorithme. Et c'est dans un communiqué publié ce lundi que la plateforme affirme exercer son droit légal en refusant ces demandes. Elle s'inquiète même d'une atteinte à la liberté d'expression et à la vie privée de ses utilisateurs. Le député du groupe macroniste réplique, je cite, « En France, nul n'est au-dessus des lois. Il n'y a pas de liberté sans responsabilité. » L'enquête menée par la gendarmerie nationale se poursuit donc dans cette affaire. Les explications de Paul Vinel pour Sud Radio. Bravo Paul Vinel pour votre première à l'antenne. On adore. Eh bien, merci beaucoup aussi Félix Mathieu. Ce fut un plaisir. Voilà. Allez, dans un instant, votre grand débat du jour. Le ministre de l'économie, Éric Lombard, défend une priorité, il l'a affirmé ce matin, protéger les entreprises. Pas question d'augmenter les impôts ou les charges en 2026. Il réaffirme ce lundi à Bercy l'importance de préserver la compétitivité française. Notre question du jour qu'on vous pose sur X, comme le dit notre ministre de l'économie, faut-il protéger les entreprises? Vous pouvez aller voter évidemment à cette question ou intervenir à notre antenne au 0826 300 300. Et pour l'instant, vous dites que oui, il doit protéger les entreprises à 57%, c'est pas mal. Alors pour en parler, nous sommes avec Bernard Cohen-Haddad qui est président de la CPME Paris-Île-de-France. Bonsoir Bernard, bienvenue. Bonsoir Judith Belair. Alors Bernard, peut-on, réponse courte évidemment, vous connaissez le principe, peut-on réellement préserver la compétitivité des entreprises sans augmenter leur fiscalité tout en finançant les services publics et en maîtrisant la dette? J'ai envie de dire ça paraît beaucoup. Ça fait beaucoup pour un seul homme, surtout en période de difficulté, mais plus on allège les charges des entreprises, plus on crée de la richesse, moins on impose les investisseurs, plus ils investissent dans les entreprises et donc bien entendu, plus on crée de la richesse économique, de l'emploi et aussi de la richesse de proximité dans les territoires. Merci Bernard Cohen-Haddad, vous restez avec nous et vous aussi chères auditrices, chers auditeurs, restez avec nous dans un instant, c'est le grand débat du jour, il est 17h28 sur Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. 17h31 sur Sud Radio, bienvenue si vous nous rejoignez, merci de nous avoir choisis. Nous sommes avec nos 2 vraies voix du jour, Émilie Perrier, qui est avocat au barreau de Paris. Tout va bien Émilie? Parfait. Vous éclatez avec nous? Ah oui, toujours avec Pierre-Yves Martin, maire d'hiver droite de Livry-Gargan, et vous ça va? Vous éclatez aussi? Toujours très bien. Allez, c'est parti pour le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Vous le savez, le budget 2026 est au cœur des débats et l'exécutif veut rassurer les acteurs économiques. Ce lundi 21 juillet, Éric Lombard, ministre de l'économie et des finances, a reçu à Bercy les représentants des entreprises. À la veille d'arbitrages budgétaires cruciaux, le ton est clair, protéger le tissu économique français. Il est absolument essentiel de protéger les entreprises, a affirmé le ministre. Il insiste sur un point sensible, ne pas alourdir la fiscalité ni les charges. Un message adressé directement aux entrepreneurs, patrons de PME et représentants du MEDEF et autres, comme la CPME par exemple. Dans un contexte d'inflation persistante et de croissance atone, les marges des entreprises restent fragiles. Le gouvernement veut éviter un choc fiscal alors que la compétitivité française est déjà sous pression. Mais derrière ces déclarations, les choix concrets à venir seront scrutés de très près. Question donc logique sur X pour vous. Vous n'hésitez pas à voter ou à réagir au 0826 300 300. On vous le demande, comme le dit le ministre de l'économie. Selon vous, faut-il protéger les entreprises? Ce à quoi vous répondez oui, à 57%. Voilà, n'hésitez pas à continuer à voter et à réagir bien évidemment. Pour en parler, nous sommes avec Bernard Cohen-Haddad qui est président de la CPME Paris-Île-de-France. Bonsoir Bernard. Rebonsoir Judith. Alors vous avez commencé à nous expliquer pourquoi oui, bien évidemment, il faut alléger les charges ou en tout cas ne pas les augmenter sur les entreprises parce que sinon on va droit à la catastrophe. Oui, c'est un peu ça. On ne va pas dire qu'il faut les alléger, en tout cas, il ne faut pas les alourdir. Voilà. Depuis quelques années, notamment depuis le gouvernement Borne, on a gelé les aides aux entreprises et on n'a pas réussi à créer une dynamique. Ce qui n'était pas le programme initial du président Macron. Je vous rappelle qu'on parlait de Startup Nation. Ouais. J'ai écrit un livre il y a quelques mois qui s'appelle « L'avenir appartient aux PME » qui montre que si on aide les entreprises, si on encourage l'autonomie stratégique, si on encourage
l'autonomie énergétique, si on favorise, et là, il y a un maire qui ne dira pas le contraire, l'économie des derniers kilomètres, si on recrée de l'animation en centre-ville, on crée de la richesse, de l'animation, de l'emploi, y compris de l'attractivité. C'est ça aujourd'hui qu'il faut faire et bien entendu, ne pas envoyer un signal négatif aux investisseurs parce que tout simplement, nous ne vivons pas dans un petit village gaulois. Aujourd'hui, l'économie, elle est mondialisée et donc il faut que la France trouve une certaine attractivité pour nos clients, les fournisseurs, pour aussi, les investisseurs étrangers et qu'on reste dans le train de tête de ceux qui créent de la richesse et donc de l'emploi. Bien sûr. Alors Pierre-Yves Martin, justement, cette autonomie stratégique dont nous parle Bernard Cohen-Haddad à travers cette économie des derniers kilomètres et l'importance du dynamisme des centres-villes, vous pouvez témoigner là-dessus justement. Et puis c'est des petites boîtes pour le coup, là on est sur de la TPE, des petites PME. Je pense que c'est... Les petites PME et TPE sont importantes pour nos territoires. Ils ont un véritable enracinement dans nos territoires et dans nos villes. Je pense que ça fait partie de la dynamique d'un territoire qui fait vivre aussi le territoire, les communes. Et je pense qu'il est important aujourd'hui de les accompagner et de les protéger. Je pense que le ministre de l'économie, en signifiant notamment de ne pas alourdir les charges, de ne pas augmenter les charges, je pense que c'est un bon signe pour les entreprises dans le contexte actuel face à une concurrence. Et vous l'entendez dans votre ville, ils sont soulagés, ils sont sont contents d'entendre ça, j'imagine. Vos commerçants. Ils attendent surtout le résultat final du budget 2026, mais aujourd'hui, on en est un peu tous là, dans ce contexte tendu international notamment, je pense qu'il faut rassurer les entreprises. Alors vous, Émilie Perrier, vous disiez hors antenne, on peut le dire, que finalement ce qui vous dérange, c'est pas le gel des prestations pour les TPE et les PME ou les petites boîtes. Ce qui vous dérange, c'est les grosses boîtes. Vous pensez qu'ils pourraient payer plus, quoi? En fait, je pense que la meilleure façon de protéger les entreprises, c'est de protéger leurs investissements, voire leurs investisseurs, en tout cas la volonté des investisseurs d'investir en elles. Et pour que cette volonté soit protégée, il faut de la stabilité, peut-être pas fiscale, mais en tout cas politique. C'est-à-dire qu'un investisseur ne peut pas investir dans un pays si tous les 4 matins, le gouvernement en place risque d'être censuré. Donc en réalité, si on veut bien protéger les entreprises, il faut que le gouvernement arrive à discuter avec ses partenaires. Et cette discussion demande un peu de maturité, je pense, politique et démocratique. Je ne sais pas si on y est aujourd'hui. Ce que je vois, moi, avec cette annonce, c'est qu'on est plus dans une sorte de ballon d'essai, une méthode assez chère à François Bayrou, mais pour garder cette petite comparaison rugbyistique, il faut maintenant transformer l'essai, il me semble. Bernard Cohen-Haddad, notre ministre de l'économie, nous disait en janvier 2025 que la France n'a jamais été un pays libéral, elle est un pays d'État où l'intervention publique est essentielle. Il nous a un peu dit le contraire ce matin quand même. Oui, mais moi je crois que l'économie, elle passe aussi par l'enjeu régional. Vous savez, le niveau optimum d'intervention économique, c'est la région, c'est plus l'État. Je crois beaucoup au rôle des régions qui ont d'ailleurs une capacité économique. Ça a été dit aussi à l'instant. La stabilité politique entraîne une stabilité économique et donc de la confiance. Cette tripolarisation de la vie politique que nous subissons depuis l'été 2024 n'est pas très bon pour les entreprises, qu'on appelle des politiques de stop and go. On sait pas vraiment ce qu'on peut faire. On sait qu'on peut pas faire ceci. Il y a une vraie concurrence internationale et je vous rappelle qu'on est quand même dans une zone de turbulence, y compris en matière d'exportation depuis l'élection de Donald Trump. Donc tout ça fait partie d'éléments extrêmement anxiogènes, notamment dans la région capitale où on représente plus de 23% des exportations françaises. Donc il y a un vrai enjeu de stabilité, d'écoute, ça a été dit à l'instant, mais aussi de main tendue, c'est-à-dire d'apaisement. Parce que si on veut réussir notre économie, il faut mieux vivre dans l'entreprise, avoir une qualité de vie, ce qu'on appelle la QVCT, qualité de vie, conditions de travail, mais aussi il faut mieux vivre dans la cité, c'est-à-dire que nos entreprises puissent trouver des endroits où s'implanter. C'est pas toujours le cas et je vous rappelle l'épisode un peu étonnant qu'on a eu ces dernières heures avec cette histoire du Carrefour City.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, tout à fait. Il y a eu une pétition contre l'installation d'un Carrefour City à Paris dans le 6e, dont certaines signatures n'étaient pas les bonnes. On a dit que Pierre Richard l'avait signé alors qu'il n'habite pas dans le 6e, qu'il n'en avait même pas connaissance, effectivement. Pierre-Yves Martin, quand on entend effectivement Bernard Cohen-Haddad et qu'on sait que notre ministre a évoqué ce matin une concurrence très forte de l'ensemble des pays, et puis notamment des États-Unis et de la Chine, à un moment donné, on se dit qu'il faut effectivement s'aligner aussi sur une économie mondiale pour continuer à réussir à progresser, parce que sinon on va être vraiment à la traîne, quoi. Oui, je pense il y a deux choses. Une nation solide, je pense que elle repose sur une économie où les entreprises produisent. Et donc je pense qu'aujourd'hui, on doit aller dans ce sens-là, accompagner les entreprises et faire en sorte qu'ils ne soient pas fiscalement, notamment les petites entreprises et PME et TPE, fiscalement touchées. Et je pense que derrière, en effet, on doit avoir, et on parlait tout à l'heure de l'État, je pense qu'aujourd'hui, le général de Gaulle parlait de participation et pas de protection aveugle, mais en disant avec une vision de responsabilité partagée. Je pense que on doit accompagner les entreprises, mais en même temps, elles doivent jouer un rôle leur aussi, propre rôle à elles, dans l'emploi, dans notamment la transmission et le travail bien fait. Je pense qu'on doit aller dans ce sens-là auprès et accompagner les entreprises dans l'aide qui peut être accompagnée, notamment avec les régions notamment. Alors finalement, la compétitivité, c'est aussi une meilleure manière de développer l'économie et puis de créer de l'emploi, parce que, comme vous disiez aussi à un moment donné, Émilie Perret, les Français, ils doivent travailler, ils travaillent pas assez. Alors, c'est pas qu'ils ne travaillent pas assez. Ils sont pas assez à travailler. Ils ne sont pas assez à travailler par rapport aux autres pays européens. Selon les chiffres, il y aurait 70% des Français actifs qui travailleraient et 58% des seniors qui travaillent seulement. Et je trouve que ces chiffres sont assez hallucinants par rapport, par exemple, à la Hollande, où ils sont quand même 82% des actifs à travailler, pas forcément sur les mêmes tranches d'âge. Mais en tout cas, il y a une vraie réflexion à avoir, parce que pourquoi pas ne pas augmenter les charges pour les entreprises, etc. Mais il y a ce que vous disiez, un principe de responsabilité partagée. Pourquoi ne pas inciter justement les entreprises à embaucher plus dans des classes d'âge qui sont un peu délaissées pour des raisons qui sont parfois pratiquement discriminatoires, parce que c'est pas parce qu'on a plus de 50 ans qu'on n'est pas utile dans une société, et bien au contraire. Et jouer un petit peu à la carotte et au bâton. Lorsqu'on embauche là où il n'y a pas assez d'embauche, on peut avoir des petits crédits, ou en tout cas ne pas avoir ses charges alourdir. Parce qu'au final, chacun doit contribuer, malgré tout. Avant de filer au standard, je vous redonne la parole, Bernard Cohen-Haddad, justement sur ce que vient de dire Émilie. C'est-à-dire que, est-ce que ça pourrait être aussi au mérite, finalement, des boîtes que la fiscalité est levée ou pas? Enfin, ou en tout cas gelée. Alors, on a un problème d'égalité devant l'impôt, donc il faut voir ça d'une manière extrêmement prudente. Et vous savez que lorsque l'on aide les entreprises, on n'aide pas gratis, c'est qu'il y a toujours des contrôles derrière. Mais effectivement, il y a un vrai enjeu aussi dont on n'a pas parlé, c'est la simplification administrative. Si on arrête demain de faire comme un palais de Dame Tartine, mettre une couche, une autre couche, une autre couche, une autre couche de strates administratives et de normes, on complexifie aujourd'hui la vie des entreprises. Et donc, ça coûte très cher. Il faut simplifier la vie des entreprises. Plus vous simplifiez la vie des entreprises, plus vous créez de la richesse, parce que vous passez du temps à faire autre chose on va dire que de l'administratif. Et puis, je suis totalement d'accord avec ce qu'il a dit à l'instant, il faut mettre le paquet sur 2 classes d'âge aujourd'hui. Ce sont les jeunes. Il reste aujourd'hui à renforcer l'emploi des jeunes dans nos entreprises, alternants, non alternants, qualifiés, non qualifiés à travers la formation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui me semble extrêmement important, c'est ce que j'appelle les seniors. Aujourd'hui, on est senior à partir de 45-50 ans. C'est un vrai scandale. Ce n'est pas acceptable. On n'est pas à mettre au rebut dès qu'on a 45 ou 50 ans. Il y a un vrai enjeu d'emploi, de transmission de savoir-faire, d'accompagnement, de valorisation, de témoignage, ce que j'appelle le testimonial dans les entreprises. Encore faut-il reformer un certain nombre de publics qui ne sont pas dans les métiers qu'on appelle en tension. Ça, c'est vrai. Aider les jeunes et aider les seniors, c'est faire en sorte de créer un nouveau pacte social, un nouveau pacte républicain, un nouveau pacte économique. 0826 300 300, vous le savez, vous pouvez réagir à ce que vous entendez à l'antenne de Sud Radio. On est toujours avec notre auditeur Dominique qui nous appelle de Mont-de-Marsan. Je me suis pas trompée cette fois-ci, Dominique. Alors, selon vous, Dominique, est-ce qu'il faut simplifier? Est-ce qu'il faut alléger? Est-ce qu'il faut geler les charges aux entreprises? Où en est-on dans votre point de vue?
Alors moi, je pense qu'effectivement, il faut aider les entreprises. C'est le poumon quand même qui fait vivre la nation. Faut pas l'oublier. Vu les charges que moi-même je suis chef d'entreprise, donc je sais ce que c'est. Mais je pense qu'il faut aussi avoir de plein de petites mesures. Et parmi ces petites mesures que je pense qui mériteraient réflexion, je pense que déjà il faudrait peut-être essayer de baisser un peu les charges salariales. Je dis bien les charges salariales pour faire un transfert partiel ou total sur la rémunération du salarié, ce qui augmentera le pouvoir d'achat et qui se retrouvera dans les économies. Ouais. Et puis en plus, je crois que c'est comme en amour. C'est au moment des fiançailles qu'il faut envisager les clauses de divorce. C'est-à-dire que c'est au moment de la création qu'on doit accompagner les créateurs, éviter que beaucoup de gens se lancent dans la création d'entreprises parce que c'est pas un monde facile, c'est un monde cruel. Et je pense qu'il faut peut-être créer moins de sociétés, mais des sociétés plus viables sur le long terme, des choses comme ça, parce qu'on s'aperçoit que on se satisfait la télé, aux infos, nos politiciens. Il y a eu 40 000 défaillances, mais il y a eu 45 000 créations, mais ça n'a rien à voir. C'est pas des vases communicants. Donc il faut aider les entreprises, il faut les conseiller, il faut leur dire que ça va être difficile au bout d'un certain temps, qu'ils ont besoin d'aide, qu'il y a des systèmes pour avoir des aides, qu'il y a les tribunaux de commerce qui sont là, ils sont pas là que pour la liquidation, ils sont là pour d'autres choses, que les experts comptables ont un rôle à jouer, que les banques aussi ont un rôle à jouer de conseil, parce qu'il faut accompagner ces gens. Oui, bien sûr. La première année, on est euphorique, on a oublié qu'il y avait un deuxième. Vous n'êtes pas pour la Startup Nation, vous, Dominique. Si, mais il faut savoir que tout ne peut pas aller bien. Il faut avoir cette truc. Et je pense qu'il ne faut pas se lancer dans l'aventure comme ça. Youpi, oulala, c'est des bisounours, tout va aller bien. Au bout de 3 ans, c'est difficile. Et on se retrouve avec des entreprises en difficulté qui est déjà, comme en France, on a honte d'avoir des difficultés. On ne va pas voir les organismes pour céder. On n'appelle pas l'URSSAF quand on a des difficultés. On n'appelle pas la TVA. On n'appelle pas le tribunal de commerce. Alors que tout ça. Encore faut-il qu'ils répondent. Oui, mais ça déjà. Mais si déjà, dès la création d'entreprise, on disait aux gens, attention, tout est bon, il faut prévoir ça. Il faut accompagner les gens. Pierre-Yves Martin, ce que nous dit notre auditeur, qu'il faudrait baisser les charges et que la partie qui soit baissée soit transférée directement dans le salaire des salariés. On a tous envie de dire c'est une bonne idée, mais quid du service public en fait, parce que nos impôts ils servent quand même à faire fonctionner tout ça. Ouais, je pense que le coût du travail quand même coûte très cher aujourd'hui en France et pour les entreprises. Et je pense que il faut au contraire. Vous seriez pour baisser, vous? Baisser même. Voilà, comment on peut produire plus. Il y a eu des choses qui ont été mises en place plusieurs années. Comment on peut accompagner gagnant-gagnant pour les entreprises et les salariés. Un contingent d'heures défiscalisé qui pourrait être mis en place à l'échelle de l'entreprise, discuté à travers notamment avec les salariés pour permettre à ce que derrière les heures défiscalisées soient gagnantes pour l'entreprise mais aussi pour le salarié. Un contingent d'heures défiscalisé, baisser les charges, les transférer sur les salaires directement, tout ce qu'on entend là à l'antenne, Bernard Cohen-Haddad, est-ce que c'est réalisable? C'est du bon sens, encore faut-il que l'État accepte de faire confiance aux entreprises. L'État et aussi l'administration. On est dans un pays qui se méfie des entrepreneurs, qui se méfie des entreprises. Ça a changé depuis 5-6 ans, mais encore, on avait une loi qui permettait de faire confiance aux entreprises, mais on avance à petits pas. C'est des années de mentalité de défiance et aujourd'hui on le voit bien que en allégeant ce qui pèse sur les entreprises, en faisant confiance aux entrepreneurs, ça a été dit par votre auditeur, en expliquant que être entrepreneur c'est un beau métier, mais c'est aussi un métier à risque. On se lance pas comme ça dans l'entrepreneuriat sans rien, qu'on soit un indépendant, une profession libérale, qu'on soit un commerçant, un artisan, ou, comment dirais-je, un chef d'entreprise qui vient d'un autre métier. C'est un vrai bel enjeu entrepreneurial. Encore faut-il être accompagné, mais aussi avoir la capacité d'être dans un pays ouvert à l'économie et à l'économie un peu libérale. Ce n'est pas en cadenassant nos entreprises, je le redis, que l'on créera de la richesse. Et puis peut-être un terme qui n'a pas été encore évoqué entre nous ce soir, ça s'appelle la flexibilité. C'est-à-dire faire en sorte que ce qui peut se passer dans une entreprise ne soit pas forcément duplicable dans une autre entreprise. Vous savez, une entreprise, c'est faite d'hommes et de femmes et une sorte d'alchimie. Moi, je passe plus de temps avec mes collaborateurs qu'avec ma famille. Donc tout cela fait partie d'une ambiance. Et mieux on vit cette ambiance dans l'entreprise, mieux on crée de la richesse. C'est pour ça que parfois, ce qui se fait bien ici ne va pas dans l'autre. Donc ça s'appelle la flexibilité. Laissons le dialogue aux entreprises, laissons le dialogue aussi aux collaborateurs de l'entreprise de négocier avec leur patron pour une plus grande souplesse. C'est ça dont on a besoin aujourd'hui,
de la liberté, de la souplesse et de l'accompagnement, et non pas d'être subventiodépendant, c'est-à-dire avoir de l'argent public. On n'en veut pas de l'argent public, on veut de la liberté. Liberté d'entreprendre, liberté du commerce et de l'industrie. Parlons vert sur Sud Radio avec vous, Bernard Cohen-Haddad. On adore. Émilie Perrier, on va vous laisser le mot de la fin. Finalement, si on résume un peu tout ce qu'on a entendu, alors il y a une histoire de légalité, d'allègement de charges ou de gel de charges, etc. Mais il y a surtout une histoire d'état d'esprit global, finalement, de la population en France, qui serait peut-être pas assez ouvert à l'idée de devenir plus flexible, pour reprendre les termes de Bernard Cohen-Haddad. On connaît un peu les Français qui sont un petit peu effrayés, qui ont souvent des sentiments par rapport à des réalités qui peuvent être vécues différemment par d'autres. Je pense qu'il faut redonner une confiance, ça c'est sûr, mais comme je le disais, une stabilité politique, il me semble, est essentielle, parce que c'est grâce à cela que des choses peuvent se construire, que des investisseurs peuvent investir et que des entreprises peuvent se développer et dès lors être plus compétitives. Donc il y a un vrai travail de pédagogie à faire au niveau de nos classes dirigeantes. Et bien voilà, ça sera le mot de la fin d'Émilie Perrier. Merci beaucoup. Merci Bernard Cohen-Haddad. Je rappelle que vous êtes président de la CPME Paris-Île-de-France et qu'on a souvent le plaisir de vous entendre dans les vraies voix de Sud Radio d'ailleurs. Merci pour aujourd'hui. Vous restez avec nous, chères auditrices, chers auditeurs. Dans un instant, eh bien, ça va être l'info en plus de Félix Mathieu. Aujourd'hui, on va pas jouer parce que vous savez, juste après, on va retrouver Frédéric Brindel et le Tour de France, et ça sera de 18h à 20h. Allez, vous restez avec nous surtout. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio. Félix, aux États-Unis, l'affaire Epstein provoque une tension, c'est le moins qu'on puisse dire, entre Donald Trump et sa base. Oui, le président des États-Unis accusé d'avoir rédigé en 2003 une lettre salace à Jeffrey Epstein, lettre avec un dessin notamment représentant une femme nue. Jeffrey Epstein, ce financier délinquant sexuel inculpé en 2019 notamment pour trafic sexuel de mineurs, puis retrouvé mort dans sa cellule. Au-delà de la lettre en tant que telle, eh bien, ça témoignerait d'une proximité passée entre les deux hommes, ce qui ferait très mal à celui qui se campe un peu en redresseur de tort de la corruption des élites. Donald Trump avait même promis toute la transparence justement sur cette affaire Epstein en promettant des noms. Le président des États-Unis conteste l'authenticité du document. Il attaque le Wall Street Journal en justice. Il lui réclame au moins 10 milliards de dollars pour diffamation et il s'en prend au passage à ceux de son propre camp qui se montrent un peu gagnés par le trouble. It's all been a big hoax. It's perpetrated by the Democrats and some stupid Republicans and foolish Republicans. Tout ça, c'est une vaste fumisterie orchestrée par les démocrates et quelques républicains stupides et idiots tombent dans le panneau et font le jeu des démocrates, lance Donald Trump. Alors voilà, pour analyser tout ça, nous sommes en ligne avec Jean-Éric Brana, qui est maître de conférences à l'université Paris-Assas et qui va bientôt publier un nouveau livre, un recueil aux éditions Ellipse, texte fondateur de la Révolution américaine, expliqué et commenté de la résistance à la légitimité populaire. Bonsoir Jean-Éric Brana. Bonsoir. Merci Bienvenue. d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Est-ce qu'une défiance réelle et significative peut vraiment s'installer entre Donald Trump et ses supporters à cause de cette affaire Epstein ? Ça dépend. Si vous êtes un journaliste français et que vous essayez de meubler pendant l'été, on va répondre oui. Si on est un petit peu sérieux, on va quand même rappeler 2-3 choses. L'affaire Access Hollywood, c'était en 2016. Le Russiagate, c'était les 2-3 années qui ont suivi. Les 2 mises en accusation, 2019-2021, le rôle dans l'assaut contre le Capitole, les 91 chefs d'inculpation pénale, je passe encore les révélations sur ses impôts, sur tout un tas de choses, les financements occultes de ses campagnes. Bon, Donald Trump est toujours là et sa base est toujours derrière lui. En réalité, si on parle de sa base, il faut bien comprendre qu'on ne parle pas de politique comme on a l'habitude, vous et moi, de nous y intéresser. On parle d'affect. On parle de gens qui se sont attachés à lui. Il a fait des fans en 2016 et ces fans, il l'adore. Il passera en concert, il serait à guichet fermé et c'est ce qu'il fait d'ailleurs quand il fait des meetings. Mais c'est pas cette affaire Epstein qui va secouer le monde MAGA, quoi qu'on en dise. D'ailleurs, je lis énormément de choses qui me font doucement rigoler. Je vais prendre comme ça des choses au hasard. Il chute dans les sondages. On l'a lu partout, on l'a entendu partout. Ouvrez un sondage.
vous allez voir, et il le dit lui-même, hein, il est actuellement entre 45 et 50, c'est-à-dire comme la semaine dernière, comme il y a un mois et comme il y a 3 mois. Ça n'a pas changé du tout. On nous dit, oui, mais les magas se retournent contre lui, mais j'ai bien vu que Bannon expliquait aux magas justement qu'il fallait arrêter de parler de cette affaire Epstein. J'ai vu que Alec Jones, tous ces noms-là, ce sont les noms qu'on a dans la presse comme étant ceux qui se retournent contre Donald Trump. En réalité, ils font le contraire. Comprenez que les magas lisent des journaux qui leur sont propres, entendent des radios qui leur sont propres, écoutent des télévisions qui leur sont propres, que ce soit Newsmax, que ce soit le Breitbart, que ce soit Truth Social pour les réseaux sociaux. Ils n'entendent pas parler de l'affaire Epstein, ou quasiment pas. Alors, en réalité, il y a un petit nombre, 6-10%, qui sont des complotistes forcenés, qui eux auraient bien aimé avoir des noms, mais c'est pas le nom Trump qu'ils veulent avoir. Le Jean-Éric Brana. C'est Biden, c'est Clinton, c'est Obama. Ceux-là, ils les veulent. On vous entend. Émilie Perrier, justement, par rapport à ce qu'on est en train de dire, c'est vrai qu'il y a un prisme qu'on ne prend pas en compte, nous, en France, c'est l'état d'esprit, finalement, américain, qui est totalement différent du nôtre, et notamment, effectivement, du camp républicain qui suit... on n'est pas dans le même monde, en fait. Alors, effectivement, il y a encore moins dans le même monde que la base électorale de Donald Trump, ça c'est sûr. Moi, j'ai été très frappée par les éléments de langage qui sont sortis dès hier à la suite de l'article publié par le Wall Street Journal, justement, qui révèle l'existence de ce courrier. La réaction de Donald Trump qui, tout de suite, engage une procédure qui peut être qualifiée de procédure bâillon, vu le montant des dommages et intérêts qui sont réclamés, 10 milliards de dollars. J'ai été très frappée parce que tout de suite, on a dévié sur Barack Obama. On a dévié sur l'arrestation imminente de Barack Obama qui aurait écouté des millions d'Américains, qui aurait manipulé, etc., etc. Et on arrive toujours dans la même rhétorique qui est l'État profond. Oui, dont vous nous parliez tout à l'heure, le complotisme. Une victimisation. Parce que Donald Trump, de toute façon, a toujours son triptyque qui est toujours attaquer, ne rien avouer et toujours revendiquer la victoire. Pierre-Yves Martin, un petit mot là-dessus. Petit mot, difficile en effet de se faire une idée de France. Quand on n'est pas américain aujourd'hui, et je pense que on comprend bien qu'il y a des comptes à régler, notamment, et voilà. Après, peut-être l'arroseur arrosé, mais... Il faut avoir plus d'infos pour le savoir, effectivement. Eh bien, merci Jean-Éric Brana. Désolé, on est pris par le temps parce qu'on a Frédéric Brindel qui nous attend pour le Tour de France. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'Université Paris-Assas, auteur d'un recueil qui va bientôt paraître aux éditions Ellipse, texte fondateur de la Révolution américaine expliqué et commenté de la résistance à la légitimité populaire. Merci beaucoup Félix Mathieu. Et puis merci beaucoup à nos deux vraies voix du jour. Émilie Perrier, vous êtes avocat au barreau de Paris. On vous retrouve dès la semaine prochaine, si je ne m'abuse. Et vous, Pierre-Yves Martin, qui êtes maire d'Hiver Droite de Livry-Gargan, eh bien, à demain. Merci à tous les deux. Merci Judith. Allez, on rejoint tout de suite Frédéric Brindel en direct de Montpellier pour son émission spéciale Tour de France. Frédéric, c'est à vous. Oui, merci Judith. Dans un instant, les invités vont se présenter. Alors, il y a déjà le directeur sportif de Groupama FDJ, Stéphane Goubert, qui est l'enfant du pays. Vous vous souvenez, le Montpellierin qui avait fait 13e et premier français d'un Tour de France. Il va venir avec nous dans un instant. Pascal Chanteur est en place, notre consultant. Pascal, tous les invités, bonjour, Pascal. Des coureurs, des directeurs sportifs. Alors, il y a Judith qui vous dit bonjour. Bonjour à toutes et tous et bonjour Judith. Oui, mais il est comme ça. Bon, voilà. Allez, Judith, on est prêt, on se dépêche. Allez. À tout de suite. À tout de suite.